Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous invite à découvrir le métier d'Amandine. Elle est photographe de jeux de société et a créé dans la boîte son studio en Belgique. Son surnom dans le milieu ludique est Billy, et vous l'avez peut-être déjà croisé en festival avec son couvre-chef plein de canards et son appareil photo. Entre mise en scène du matériel et shooting de parties de jeux, Billy travaille pour de nombreux éditeurs et aussi pour le magazine Philimag. Elle est aussi à l'origine de l'association caritative Meeple Solidaire qui a mené plusieurs actions en Belgique et pour l'Ukraine. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance cet été lors du sommet des jeux à Valménier. Billy, c'est la première fois que je te rencontre et ça me fait très plaisir de faire plus connaissance avec toi parce que donc, tu as un métier peu connu dans le monde ludique. Tu es photographe. C'est vrai. Bienvenue sur le podcast, Billy. Merci. L'histoire du jeu de société, pour toi, elle a démarré comment ? Petite ? Ouais, moi j'ai commencé, je suis plutôt dans les vieux joueurs, enfin, les vieilles joueuses plutôt, et donc j'ai commencé quand j'étais vraiment enfant. Et mon premier souvenir, c'est d'avoir acheté une boîte de Hôtel, l'hôtel de l'époque, en brocante, et d'être rentrée chez moi toute contente d'avoir ma vieille boîte. C'était mon premier trésor. Et puis je jouais beaucoup de mes parents. Et comme je suis enfant unique en plus, il fallait trouver des jeux, c'était pas toujours évident. Et puis c'était un bon moyen de faire des copains, d'aller les voir en disant tiens, j'ai un jeu. Donc moi, j'ai commencé très tôt. Ouais. D'accord. Et alors comment tu as rencontré le jeu moderne, comme on l'appelle aujourd'hui, le jeu contemporain ? J'ai continué, donc étant ado, en fait, moi, j'allais pas vraiment, je sortais pas trop en boîte ou des trucs comme ça. J'ouvrais des boîtes. Donc du coup, j'allais en magasin, j'achetais les nouveautés. Et à l'époque où il n'y avait pas autant de nouveautés, et on avait un groupe de copains qui étaient à la base pas du tout fans de jeux et qui ont bien dû s'y habituer. Et on jouait donc plutôt les loups-garous, des choses comme ça, parce que c'était des grands groupes. Mais Catan est arrivé assez vite. Et je pense que mes premiers salaires sont passés dans les boîtes de jeux déjà ado. Et j'ai continué jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler. Et puis, il a commencé à avoir des enfants à la maison. Donc, leurs premières années, ça a été un peu plus compliqué de trouver du temps pour installer un jeu. En fait, pour prendre du temps, tu es fatigué, tu n'as pas trop envie de te plonger dans les règles. Mais du coup, une fois que les enfants ont commencé à grandir, là, j'ai repris un petit peu le monde du jeu en vitesse accélérée, très, très accélérée. Le plaisir de jouer aussi avec tes enfants, justement de leur montrer des jeux, la richesse du jeu d'ailleurs, du monde ludique au niveau enfant maintenant, par rapport à avant. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins. Et mon grand a 12 ans, donc forcément, il a eu tous les classiques, le premier verger, etc. Et puis là, maintenant, j'ai 2 kids de 8 ans qui ont pu passer un peu plus dans les jeux modernes pour enfants aussi, dans tout ce qui est proposé maintenant. Alors, ils commencent à être un peu grands pour tout ce qui sort, en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont été baignés dedans depuis toujours. On voit que c'est un réflexe à la maison de sortir une boîte de jeux ou de proposer un jeu avec les copains. Et puis de transmettre aussi ça à l'école, de dire tiens, à la maison, on joue. Ça se répand et donc c'est chouette. Ouais, c'est ça fait des petits. Ouais, mais oui, c'est, quand on voit ici au sommet, il y a 50 enfants. Enfin, c'est génial, en fait. De voir qu'ils ont tous ce réflexe de dire tiens, on se fait des copains, on joue, on découvre des jeux, on prend le temps de s'asseoir, de lire une règle. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Ouais, puis je pense que quand tu es enfant et que tu vois autant d'adultes jouer, ça doit être assez super, en fait, dans l'imaginaire. En fait, les adultes, c'est juste des enfants qui n'ont pas grandi, en tout cas, qui ont encore le courage d'aller dans un couloir et de dire tiens, j'ai rien à faire là, t'as du temps, on fait une partie de jeu de société avec quelqu'un que tu connais pas du tout. Et ça, en fait, en dehors d'ici, tu peux pas le faire. Enfin, en dehors du monde du jeu de société, ça se fait pas, en fait, d'aller voir des gens que tu connais pas en disant t'as pas envie qu'on aille faire un jeu, qu'on passe du temps partager ensemble quelque chose. Je connais pas peut-être le sport, effectivement, mais le sport collectif, effectivement. Ouais. Mais oui, c'est plus rare si on est en camping en vacances de dire alors proposer aux voisins de venir jouer. Oui, la pétanque, c'est fédérateur. Ok. Et alors, est-ce que ton conjoint était aussi joueur ou est-ce que c'est toi qui l'as amené vers ça ? Et après, ça devient une histoire de famille parfois aussi. Il n'était pas joueur à la base. On a une petite différence d'âge, donc du coup, lui, il était encore la génération avant, mais il n'était pas joueur du tout à la base. Il n'a pas trop eu le choix. On était amis avant d'être en couple, donc du coup, il jouait au loup-garou, tout ça, machin. On a fait aussi les soirées entre potes. Là, maintenant, il est complètement baigné dedans parce que, en fait, c'est moi, c'est mon quotidien. Et puis, il aime ça. En vrai, il aime vraiment ça.
Je crois que parfois, il est content aussi de faire un peu autre chose. Vraiment. Mais là, en tout cas, il est content. Il est content de découvrir des jeux. Et alors, comment tu as, à un moment donné, fait la transition Est-ce que tu as commencé à prendre des jeux de société en photo pour le plaisir? Enfin, comment tu as eu l'idée de dire, voilà, parce que c'est ton métier. C'est mon métier principal. Principal, voilà. Donc, tu étais déjà photographe, on va dire, peut-être plus traditionnel, tout ce qui est mariage. On appelle ça lifestyle, mais en fait, c'est tout ce qui est famille, mariage, les événements de la vie, en fait, les baptêmes, des choses comme ça, les séances de couple. Et puis, en parallèle, en fait, je suis blogueuse aussi. Donc, je suis blogueuse dans plusieurs domaines, mais tout ce qui est famille, donc, où je partage les bons plans de choses que, voilà, quand les enfants ont grandi, etc. Et puis, je suis blogueuse voyage. Okay. C'est comment tes blogs? Alors, il y en a un, je n'alimente plus du tout parce que j'ai pas le temps. Donc, c'était I Love My Pixel et c'est avec celui-là que j'ai commencé les photos de jeux. Et puis, il y a Boussole Magique où là, on partage tout ce qui est voyage, en fait. D'accord, ok. Voyage, excursion, choses à faire en famille, plutôt sur la Belgique, mais voilà. Ok. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période de boost des blogs. Ouais. Moins maintenant, effectivement, c'est vraiment plus les réseaux sociaux. Mais quand même, les blogs, l'avantage, c'est que ça reste. Alors, je ne sais pas si c'est encore assez actif en termes de stats et tout ça. En vrai, en fait, quand moi j'ai commencé, c'est parce que je suis quelqu'un qui a du mal à être dans l'instant présent. Je suis tout le temps en train de penser à ce que va se passer après ou ce que j'ai fait avant, mais je n'arrive pas à être genre ancrée là dans le présent. Mm-hmm. Et la photo, quand tu es quelqu'un qui a peur que le temps passe trop vite et que tu ne profites pas assez du moment, ça te rassure à mort de pouvoir, entre guillemets, capturer l'instant et de pouvoir le prolonger. Et donc, la photo, c'est arrivé comme ça. Et puis, j'avais envie de partager. J'avais envie de me dire, OK, en fait, quand on découvre un truc, par exemple, je sais pas, un parc, un lieu, une balade, une ville, il y a des fois où je suis quelqu'un qui s'enthousiasme très vite et j'ai envie de le partager et que d'autres personnes puissent le vivre aussi. Mmh. Et donc, le blog, c'est ça, c'est vraiment pouvoir transmettre facilement et puis tenir une sorte de journal aussi de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait. Et j'ai commencé les photos de jeux parce que les enfants ont commencé à grandir, c'était un partenariat, il n'y a rien à faire, j'étais dans les débuts des partenariats en fait. Mmh. Ça me permettait d'agrandir ma ludo sans non plus creuser mon budget parce que voilà, je travaillais en fait, on dit un partenariat, mais en réalité c'est du travail en fait que tu fais, c'est juste que le deal en fait est différent, mais c'est une sorte d'échange qui se fait, c'est pas tu reçois une boîte et puis tout se passe bien, surtout que moi c'était il y a 7 ans je crois. Donc à l'époque, on n'était vraiment pas beaucoup. Puis c'est un rapport de confiance qui s'installe. Et puis j'ai commencé à travailler de plus en plus là-dedans. Jamais trop avec les réseaux sociaux parce que j'aime pas ça. Enfin, je suis pas très douée là-dedans. Mm-hmm. Et donc j'ai gardé ce côté blog en me disant, je veux que si quelqu'un cherche une information sur Google, il puisse trouver un article complet du détail. Alors dans les boîtes de jeu pas parce que j'explique très très mal les règles de jeu, vraiment très mal. Tout le monde le dira. Mais par contre, j'aime montrer l'univers d'un jeu, j'aime transmettre une émotion en fait. Mm-hmm. Voir son esthétique. Ouais. Donc c'est ça en fait ce qui t'intéressait, c'était de mettre en valeur l'objet en lui-même. Là. Le voyage en fait. Un jeu, ça t'apporte, je trouve, ça t'apporte un voyage. Alors c'est un objet à la base, on est tout à fait d'accord. Mais avant même que je travaille dans le monde du jeu, j'étais dans les personnes qui sniffent les boîtes, qui sentent que le carton, c'est du carton neuf, qui adorent dépuncher, qui ont cette espèce d'émotion quand tu ouvres ta boîte, de découverte, en fait. OK, c'est pas un vrai voyage, mais pendant un temps, en fait, t'es plus là dans ton salon à te dire oh, je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée, tout ça. Non, t'arrêtes le temps et tu fais un jeu de société. Oui, je vois ce que tu veux dire sur le côté aussi très palpable. Ça utilise l'essence en fait. Ouais. On utilise vachement l'essence. Tout à fait. On a ce côté touché. Le dépunchage, c'est très physique. Il y a un côté trésor. En fait, je crois que c'est comme les collectionneurs de cartes. En principe aussi, généralement, les gens qui collectionnent les cartes sont souvent dans le monde du jeu et inversement parce qu'on a ce côté un peu trésor. Et au début, la boîte, elle est belle, tu aimes les illustrations, et puis tu te rends compte, en fait, en travaillant dans le monde du jeu, que tu aimes les illustrations, mais tu aimes les gens aussi qui sont derrière les illustrations. Tu aimes les autres, tu aimes la mécanique d'un jeu, mais tu aimes l'auteur qui est derrière aussi. Et tout ça, en fait, à travers du carton, on ressent vraiment de l'humain. Et ça, j'ai pas d'autre loisir, en tout cas, j'ai jamais trouvé de loisir qui me le permet. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai posté mes photos. Avec tes boîtes au départ, en fait. Avec des boîtes et des partenariats, ouais. Mais c'était pas mon travail. Il n'y avait pas de rémunération. C'était juste des échanges comme ça. Okay. Et puis, il y a eu le Covid. Ou la Covid, je ne sais pas trop comment vous dites en France. Oui, il y en a qui disent d'autres c'est là. En Belgique, c'est non, la Covid. Le Covid, je m'embrouille. Et en fait, on a dû arrêter les photos de mariage parce que c'était interdit. On n'a plus pu faire des séances, c'était devenu compliqué. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que j'avais passé plus de 10 ans à faire des photos de mariage et c'était très bien. On a fait plus de 150 mariages et c'était génial. On a rencontré des gens merveilleux, mais en vrai, il y a la fatigue qui s'installe et puis on vieillit. Hein. Et ça prend les week-ends. Et ça prend les week-ends. Alors franchement, ça prend les week-ends, mais les photos de jeu aussi. Ok, tu vas nous dire pourquoi. Donc, je ne sais pas si le deal était bon, mais et en fait à ce moment-là, j'ai commencé à être contactée par des éditeurs qui m'ont dit tiens, on aime vraiment tes photos, est-ce qu'on peut te les acheter? Donc ça, c'est par le blog en fait. C'est via le blog, ouais.
Le blog a servi de vitrine. Tout à fait. Ok. C'était vraiment ça. En fait, l'idée, c'était, je voulais donner envie aux gens, à travers des photos, de se dire, tiens, il y a une DA, il y a un univers, il y a du matériel, il y a quelque chose, tu peux te projeter sur plus. En fait, par exemple, ce que Girl.game fait ou que Marie Grandjeu fait, c'est de te donner plus que juste des mécaniques ou qu'un titre de jeu. En fait, on t'emmène dans un univers. Et moi, c'est ce que je fais à travers mes photos. En tout cas, j'essaye. Et du coup, les éditeurs ont commencé à m'appeler pour ça. Il n'y avait plus de festival, il fallait booster la com. C'était une époque où les éditeurs, à l'époque, ne mettaient pas de budget dans la com parce qu'ils n'avaient pas besoin. En fait, c'était pas encore quelque chose qui était répandu. Il y avait moins de monde. Enfin, c'était plus restreint. C'était plus... je sais pas. On voit vraiment que ça a fort changé sur ces dernières années. Et c'est très bien. Il faut que ça change, il faut que ça évolue. Mais là, à l'époque, la com, ça n'existait pas comme maintenant, en tout cas. Et donc, quand ils ont commencé à se dire, en fait, envoyer des boîtes et demander des photos à des gens qui font ça bénévolement, qui n'ont pas forcément le matériel, qui n'ont pas forcément le temps, c'est même pas uniquement une question que ce soit mon métier et que j'ai l'expérience, c'est aussi une question de temps. Et donc, ils ont commencé à se dire, OK, ce serait bien d'acheter des photos pour pouvoir les utiliser. Pas seulement s'appuyer sur la communication que font les influenceurs et influenceuses, mais pouvoir aussi avoir un support de communication. Pour les éditeurs, c'est pour alimenter un catalogue, par exemple. C'est quoi l'usage Alors, ils peuvent en faire beaucoup de choses, en fait. Généralement, donc, c'est déjà les réseaux sociaux. Ça peut être tout ce qui est presse écrite, ça peut être sur des catalogues, ça peut être tout ce qui est les boutiques, ça peut être les boutiques en ligne, ça peut être sur les catalogues des boutiques en magasin, ça peut être sur des publicités, ça peut être sur plein de choses. Selon les besoins, en fait, les éditeurs en font vraiment des utilisations différentes et c'est toujours chouette de voir en se disant « Ah, tiens, ça, c'est ma photo » et dans différents supports, en fait. Bah ouais, c'est ça, parce que forcément, après, peut-être c'est repris par, comme tu dis, aussi bien un magazine qui va publier une photo pour parler du jeu. Le Filimag, par exemple. Filimag, ouais, tout à fait, je travaille avec eux avec grand plaisir. Et puis, c'est un rapport de confiance, donc je travaille avec eux depuis quelques années, qui sont devenus des copains et que j'adore. Et ils utilisent mes photos et c'est une super vitrine pour moi de pouvoir... montrer mon travail comme ça. Donc, Super, ouais. Et alors, des éditeurs t'ont contacté. C'était qui au départ, donc, qui a commencé à te faire confiance? Alors, je pense que la première, c'est Georgina, qui travaillait chez Holy Grail Games. D'accord. Qui n'existe plus du coup. C'était pour le jeu, je crois que c'était Muséum. Et puis Mathieu de chez Cocktail Games aussi m'a vraiment fait confiance au début et ça m'a beaucoup aidé. Et puis en fait, de fil en aiguille, là j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'éditeurs depuis de longues années en fait. C'est un rapport de confiance qui s'installe. Oui, voilà, c'est comme dans tout, c'est le bouche à oreille aussi qui fonctionne. Voilà. Là par exemple, oui, je vois des gens avec lesquels je travaille et puis c'est chouette d'échanger et de se dire en fait d'habitude on échange par mail puisque la Belgique c'est pas tout près. Et puis c'est bien de pouvoir mettre de l'humain et puis ils parlent entre eux aussi. Je n'arrive pas à mettre mon travail en avant. Je suis pas bonne sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à être dans des tweets ou des choses comme ça. Je suis nulle, j'arrive pas à me montrer. Je préfère montrer mes images et du coup, je suis pas très douée en publicité. Mais c'est pas grave en fait. Mais les images parlent d'elles-mêmes sans doute. J'espère. A priori, si. Tu travailles à peu près à combien d'éditeurs maintenant? Alors ça dépend parce que par exemple, j'ai des éditeurs avec lesquels je travaille sur tous leurs jeux. Par exemple, le Kid Dog Games, Ori Games m'ont fait le plaisir et l'honneur de me confier tous leurs jeux. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, là, c'est à l'année. Donc, mais il y a des plus petits éditeurs avec lesquels je suis ravie de travailler, que ce soit Banquise, SketchUp ou Gigamic, par exemple. Il y a beaucoup d'éditeurs, je ne serai pas tous... j'ai aucune idée. Vous irez voir le site internet pour voir la liste. Oui, et puis en fait, il y a des éditeurs où parfois qui sortent moins de jeux par an. Et donc, c'est... Qu'est-ce qu'on te demande précisément en fait, de faire? C'est des photos vraiment de l'objet, sous différents angles, mis en place, en situation de jeu. Qu'est-ce qu'on te demande comme type de photo? Ou est-ce que c'est toi qui proposes en disant moi je verrais bien ça sur ce jeu-là? Maintenant, la com est vraiment bien rodée chez les éditeurs. On voit que tout s'est mis en place. Il a fallu un petit temps pour que ça se mette en place, mais là ils savent ce qu'ils ont besoin, ils savent comment les utiliser. Oui, donc, ça c'est professionnalisé. Ouais, quand ils demandent des choses, ils sont assez ils sont assez précis sur ce qu'ils ont besoin. Moi, je propose donc des photos packshot, donc c'est les photos classiques sur fond blanc, ce qu'on trouve dans les catalogues en fait. On voit la boîte comme un 3D, mais en fait en photo, parce que les éditeurs ont à cœur que les joueurs, on sait que les joueurs sont assez précis sur les choses, et donc un 3D, c'est pas toujours la réalité, et donc ils ont besoin de mettre des backshots pour que ce soit des vraies photos du matériel, sans tricherie, et donc quand dans les catalogues, on puisse retrouver ça. Je fais des photos de mise en scène, donc là c'est le matériel avec des décors ou voilà. Et en fait, les éditeurs me laissent vraiment le champ libre. En fait, parfois, ils me font une petite liste en disant tiens, on aurait besoin de tel élément, tel élément, tel élément, parce qu'on sait qu'on va communiquer comme ça. Par exemple, d'un très joli, un très joli pion ou quelque chose à mettre en avant. Ou une mise en place en disant tiens, on aimerait bien pouvoir montrer que dans telle situation, ça peut faire ça. Et j'ai certains éditeurs qui me font des listes et c'est très bien. Mais par contre, pour toute l'esthétique des séances, ils me font tous confiance. Donc ça, c'est une chance. Ouais. Et puis, je fais les séances avec des joueurs joueuses. Ok. Et ça, c'est... Donc là, c'est de la mise en situation de jeu. Ouais.
Les là, gens jouent vraiment. Là, tu fais vraiment jouer. Voilà, c'est pas on fait semblant. Non. C'est que tu tournes autour des gens pour voir. Exact. Ils jouent vraiment. C'est important parce que, alors déjà, c'est des vrais. Alors, quand je dis des vraies personnes, ça fait toujours rire parce que forcément, c'est des vraies personnes, mais c'est pas des mannequins. C'est des gens. C'est pas des gens qui ont l'habitude de faire des séances photos. C'est Monsieur, Madame, tout le monde. Pas forcément des joueurs à la base, parce que voilà. Des gens qui ont envie de se prêter au jeu, et puis ils viennent à la maison parce qu'on a une partie studio à la maison, et on leur explique les règles et ils sont partis pour jouer. Et on a des vraies expressions, des vraies manières de jouer. Tu vois, il n'y a pas des trucs où les gens sont en train de sourire bêtement, où tu te dis, mais non, mais en fait, certains éditeurs allemands ont tendance à faire des publicités très famille, où en fait, on voit bien que ils sont pas du tout en train de jouer. C'est un peu les pubs Kinder, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je sais que cette communication marche très bien aussi, mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Et je ne veux pas faire ça. Donc, Mais tu essaies de choper l'émotion. Je ne veux pas des photos parfaites. Je ne veux pas des photos de catalogue publicitaire, parce que de toute façon, le budget n'est clairement pas le même. Je ne demande pas ce budget-là. Moi, je veux des vraies photos. Je veux des gens qui ne soient pas parfaits, parce qu'en fait, on n'est pas parfait et que je trouve ça ridicule et que je ne veux pas ça. Je veux des gens qui soient réels. Si un enfant il a perdu 3 dents avant la séance, c'est OK en fait. Il a perdu 3 dents, c'est comme ça, c'est un enfant forcément. Je veux des gens qui ont des particularités. Je veux montrer la diversité aussi. Donc autant d'hommes que de femmes. Et ça, de toute façon, tous les éditeurs sont très, très sensibles là-dessus. Je voudrais montrer de la pluralité aussi au niveau culturel. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que c'est pas encore les personnes de différentes origines sont surreprésentées en fait. On voit dans n'importe quel festival, ça se voit en fait. Tu vas à Cannes, tu le vois. Et donc faire la démarche d'aller vers eux, leur expliquer, voilà, je fais des séances photos. Est-ce que vous êtes OK de venir, etc. Ils ont moins ce réflexe. Et en fait, c'est pas grave parce qu'au plus on va montrer que monsieur, madame, tout le monde peut faire du jeu, au plus les gens vont se reconnaître dans les communications, au plus ça va changer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Oui, complètement. Et alors, comment tu recrutes ces joueurs prédisposés à donc être photographiés ? Alors, en fait, les joueurs reçoivent une boîte et une rémunération parce que ça reste un travail. Et donc, c'est vraiment un travail. Donc, ils passent un bon moment. Les gens sont toujours super demandeurs de revenir, mais ça reste quand même un boulot. Et je tiens à ce que les gens que ce soit respecté à ce niveau-là aussi pour eux, parce que tous les éditeurs comprennent sans aucun problème. Et on a commencé avec notre entourage. L'avantage d'avoir fait plus de 150 mariages, c'est que tu connais pas mal de gens. Et puis, en fait, les gens en parlent entre eux en disant « Tiens, on a été faire ça, c'est trop chouette. » Et donc, ça s'agrandit petit à petit. Mais on habite dans la campagne, en Belgique, dans vraiment un tout petit village. Et donc, encore moins représenté en termes de diversité culturelle. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis, on habite assez loin. Donc, et ça peut être un petit peu long, ce genre de séance, quand même, le temps de la mise en place. Du coup, il faut que tu expliques les règles. Ouais, tu disais que tu expliquais mal. J'explique. Marie GRDjeux dira que j'explique très mal les jeux. C'est pas tout à fait faux. Mais en règle générale, même si j'explique mal, on s'amuse bien. Donc, voilà, j'ai quand même réussi à me tromper sur certains jeux. Mais quand c'est des séances, quand c'est entre nous, c'est pas trop grave. Quand c'est des séances, j'essaie vraiment que tout soit tip-top. Donc oui, une séance, on va dire type. Alors tu vas me dire, ça va dépendre du type de jeu, parce que forcément, illustrer trio, ça va pas être pareil que d'illustrer une partie de, je sais pas moi, les aventuriers du Rail Legacy, par exemple. Donc forcément, comment tu organises une séance ? Par exemple, pour te donner une différence entre les deux, les séances famille sont plus courtes, parce que quand c'est des enfants en très bas âge, 4 ans, 5 ans, au bout d'une heure, ils décrochent. Et en fait, ça ne doit jamais être quelque chose de négatif. Et je pars du principe que les adultes ils sont là parce qu'ils ont envie de le faire et que ils sont conscients de pourquoi ils sont là. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Donc du coup, ça doit vraiment être un jeu, ça doit être un plaisir pour eux. On fait autant de pauses qu'ils ont besoin. Voilà, on veut que quand l'enfant il sourit, c'est pas parce qu'on lui a dit vas-y souris, fais semblant. Non, ils doivent passer un bon moment. Si jamais on fait plein de pauses, on fait plein de pauses. C'est comme ça. Les adultes, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Donc quand tu as des jeux d'ambiance, si le jeu, il est, généralement, ça part assez vite. En fait, on a assez vite ce qu'on a besoin comme expression, mais on va jamais couper une partie. Donc les gens, quand ils jouent, même si on a ce qu'on a besoin, on les laisse terminer toujours la partie. Ouais. C'est super frustrant. Oui, c'est sûr. Ouais. Et là, cette année, on a fait le plus gros jeu en termes de séance. On a fait la 7e citadelle. Ouais, gros jeu. Oui. Donc j'étais super contente de pouvoir le faire parce que j'adore. Mais j'avoue, quand j'ai dû le prendre en photo, j'étais un peu stressée quand même. Heureusement, c'est quelqu'un qui connaissait déjà les règles qui est venu. Donc ça m'a simplifié la vie parce que je dois lire toutes les règles avant quand je fais des séances, etc. Et parfois, il y a beaucoup de commandes sur très peu de temps. Et donc, voilà. C'est le monde du jeu, donc c'est jamais... Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. J'imagine qu'il y a des périodes beaucoup plus chargées que d'autres. J'imagine les salons, les gros salons ou les grands avant-salons. Je suis un peu en décalé, je pense, par rapport... Moi, je suis toujours un peu avant les sorties.
Donc par exemple, là, moi, je sais que je suis full. Enfin, j'ai reçu beaucoup de jeux. Bon, je suis pas là, je sais pas les prendre, je suis pas dispo. Mais les jeux que j'ai reçus, je les ai reçus début août pour les sorties en septembre. Okay. Alors que la plupart des influenceurs, en fait, ont le rush qui commence en septembre, plutôt avant octobre pour SN. Donc moi, je suis toujours un peu décalée. T'es en avant-première quand même sur pratiquement tout. Oui, souvent, oui. Bah oui, obligatoirement, puisque ça doit rentrer dans les catalogues et dans les comme avant influenceurs, justement. Oui, alors parfois, tu sais, je reçois les boîtes au moment où je sors, parce que problème de prod, de retard, etc., c'est très rare, mais tu dois être flexible. C'est un milieu où tu peux pas avoir des horaires et dire aux gens « Ah non, c'était prévu pour… Tu dois être flexible et comprendre que, voilà… Le monde du jeu, il s'adapte en fonction de plein de choses. Il y a plein de paramètres que plein de gens ne peuvent pas gérer, en fait. Tu ne peux pas avoir la main mise sur ce qui va se passer sur les bateaux, etc. Donc, quel plaisir tu prends à faire ce travail vraiment autour du jeu de société ? Qu'est-ce qui te plaît réellement dans ce travail-là, vraiment sur la thématique du jeu ? En fait, pour être honnête, je crois que j'aimais les jeux avant. Et là, maintenant, j'aime les gens, en fait. Et du coup, c'est compliqué parce que… Enfin, c'est pas compliqué, mais en vrai, je pourrais faire le sommet des jeux et pas jouer à un jeu de société. Ça me dérange pas, en fait. Parce que j'ai trouvé des gens qui me ressemblent. Et ici, il y a 200 personnes, et bon, il y a les enfants, c'est encore un peu différent, mais il y a 150 personnes, et j'ai l'impression que ces 150 personnes, ils se ressemblent, en fait. Ils ont tous un point commun qui est de dire, on veut aller vers l'autre, on veut rencontrer des gens, on veut pas se prendre la tête. Et ça, en fait, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et ce côté partage, moi, c'est quelque chose que j'ai fondamentalement besoin. Et donc, du coup, je pourrais même ne plus jouer à des jeux de société tant que je peux être en contact et passer du temps avec les gens du monde du jeu, ça me va. Ce qui est bizarre, en fait. Mais je comprends ce que tu dis, parce que là, le podcast, il a 1 an et demi, et je n'ai jamais rencontré autant de gens, et autant de gens sympathiques et qui me ressemblent. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on se sent tout de suite bien, en fait. On a tous un petit côté, et j'espère que ça sera pas mal pris, mais je pense qu'on a tous un petit côté, j'ai envie de te dire handicapé social, mais c'est pas ça le mot, c'est pas aussi loin, c'est pas aussi fort, mais c'est ce truc de… Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément à l'aise d'aller vers les autres, ou qui savent pas trop comment créer du lien, ou qui savent pas quoi dire, en fait, autour d'une table quand t'as un souper et que t'es juste mal à l'aise parce que le truc s'éternise et que tu sais juste pas comment placer une phrase, ou que tu sais pas si ta phrase, elle sera… Et du coup, le jeu, pour moi, c'est salvateur. En fait, c'est OK, il y a un code social, il est sur la table. En fait, on n'a plus besoin de savoir si on est bien, pas bien, si on est adéquat ou pas. En fait, on s'en fout. On a juste 5 ans, on est autour d'une table. Ça brise la glace tout de suite. Mais ouais, je suis quelqu'un de très angoissé. Et en fait, quand on est dans un cadre du jeu, ça va beaucoup mieux. Et donc, moi, j'ai ce rapport-là. Quand je travaille, j'aime toujours créer des jeux. Mais en fait, quand je le fais, c'est pas tant pour me dire « Ah ben tiens, je vais la poster sur les réseaux sociaux, ça va plaire ». Je devrais peut-être plus penser à ça, mais j'avoue que je ne l'ai pas. Par contre, je vais me dire, j'adore l'auteur qui est derrière, ou j'adore l'illustrateur, ou les trois, et j'adore la maison d'édition, et j'ai envie de véhiculer ou de transmettre en fait l'envie aux gens de passer le cap pour pouvoir faire ce jeu. Par exemple, je pense à ça, mais Inkit de chez Banquise Édition, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué cet été, et ma fille elle adore vraiment ce jeu. Et quand je vois l'émotion que ça met autour d'une table de gens qui découvrent ce jeu, je me dis, j'espère que mes photos ont permis, même si ce n'est à 5 personnes, mais d'avoir envie de découvrir plus. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des shootings photos justement qui t'ont plus marqué que d'autres, que ça soit par un jeu en particulier ou par quelque chose qui s'est passé réellement autour de la table, ou qui t'a surpris ou… En fait, c'est plus par après. Je vois que les gens, en fait, après, ils m'envoient des photos de moments de famille qui jouent avec le jeu. Tu vois, on a fait une séance avec un couple et 2 enfants, et puis ils m'ont renvoyé un message quelques jours après en montrant la photo de leur réunion familiale avec le grand-père qui jouait. C'était pour Quarto, je pense. Ouais. Et je me suis dit, en fait, c'est trop bien parce que du coup, ça n'a pas juste permis de faire des images et ça n'a pas juste fait mon travail. Ça a créé en fait une transmission, et peut-être ça va créer un début de quelque chose chez d'autres personnes. Et donc c'est plus ça. Ouais, on a fait pour Gigamic le jeu Mytho, et donc tu dois balancer tes cartes. Je ne sais pas si tu connais le jeu, mais en gros… Non, j'ai jamais joué. En fait, du coup, tu dois arriver à te débarrasser tes cartes, et tu peux te planquer tes cartes dans tes manches. Tu peux tricher, c'est un jeu où tu peux tricher. Et en fait, on a joué à ça, c'est une bande d'amis qui a joué à ça, et à un moment donné, on s'est rendu compte, quand on a eu fini la partie, qu'il manquait une carte. Okay. On a fait toute la pièce, on n'a pas retrouvé la carte. Et le lendemain matin, on m'a envoyé un message en disant elle était dans mon slip. Voilà. Donc j'ai fait écoute, voilà, t'as la boîte de toute façon, donc c'est à toi. T'en fais ce que tu veux, mais non, c'est les gens en fait, ou même de voir les grands-parents autour d'une table qui sont tout gentils quand ils arrivent, et puis dès le moment où le jeu se met en place, il y a plus aucune pitié, quoi. C'est plus fifi, ma petite chérie. Non, c'est je joue pour gagner. Et ça. Ouais, voir la transformation des gens, c'est chouette aussi. Ouais, c'est clair. Et du coup, il y a des jeux en particulier que tu as aimé photographier par leur esthétique, justement? Il y en a beaucoup. Je vais essayer de trouver dans les derniers que j'ai faits comme ça, parce que je crois que j'ai dû
passé les 200 jeux faciles, donc Ok. du coup ça devient difficile de me rappeler de tous. Il y a des challenges plus difficiles que d'autres. Là par exemple j'ai fait Return to Dark Tower de chez Ouais. The Games, qui est, enfin le matériel Il y a un super est matériel, ouais. dingue, mais c'est une tour. Mm. Et c'est ça qui est un challenge, c'est que chaque séance, enfin ces derniers temps, la plupart des éditeurs me changent complètement. C'est plus des boîtes, un plateau et des pions, quoi. Tu te retrouves avec des matériels où tu fais mais comment je vais faire pour mettre ça en valeur assez bien pour que... Et donc ça c'était assez chouette. Je réfléchis si jamais j'ai des idées en tête. Ouais, parfois le salon chez moi il est rempli parce que je travaille parfois dans mon salon et du coup j'ai du sable sur la table et donc j'ai les enfants qui arrivent et qui sont avec leurs copains des classes et qui me regardent mais qu'est-ce qu'elle fait elle est avec du sable sur sa table de salon, des coquillages. J'ai beaucoup aimé faire des photos aussi avec de l'aquarelle. J'avais envie de tester un truc et donc Ok. c'était pour chez Ori Games avec l'océan. Écosystème. Ok. J'avais dessiné sur ma table de salle à manger, enfin de salon en fait, j'avais peint avec de l'aquarelle et je me suis éclatée à faire ça. Ça va. En fait, tu te crées des décors aussi, parfois, justement, pour illustrer la photo d'un jeu. Ah oui, Enfin, tu dois arriver parfois à avoir un esprit très créatif parce que tu dois faire avec ce que tu as et puis tu as des thèmes où c'est facile parce que c'est des trucs qui reviennent souvent, les pirates, des choses comme ça. Bon, tu commences à avoir du matériel, tu achètes des petites choses, des éléments de déco ou des choses que tu trouves. Tout ce qui est forêt aussi, j'aime beaucoup. Et donc à la maison, on ramène les enfants. Parfois, ils font « Ah, elle est belle cette feuille pour une séance ». Tu vas faire des photos, justement, en milieu naturel ou tu restes plutôt en studio? Alors, je reste en principe en studio. Et là, j'ai fait une séance dans un parc. On a un parc en Belgique animalier et les décors sont dingues. Et donc, j'avais besoin de faire, pour la boîte de Faraway, j'avais besoin de faire des photos de la boîte. Et puisque du coup, ils en ont choisi une parmi celles qui étaient proposées. Mhm. Et je suis partie en fait me promener ma boîte pendant toute ma journée dans un parc animalier. Donc, les gens me regardaient comme si j'étais folle. Et je me suis éclatée parce que, ouais, il y a des matériaux, il y a des textures, les lumières. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Mais, Bah ouais. Avec quel matériel tu travailles, que ce soit ton matériel photographique et après ton matériel informatique? Alors en photo, je travaille avec un Canon R6 et avec là, mon Sony, mon A7 III. Je suis pas très technique en vrai. J'avoue que moi, en fait, c'est pour ça qu'à la base, le milieu de la photo, c'était pas un milieu dans lequel je me sentais adéquate parce que moi, parler pendant 15 ans des objectifs, des trucs comme ça ne m'a jamais. Je me sentais pas, voilà. Mhm. Tu vas me dire, je parle de jeux et de trucs, c'est à peu près le même principe, mais bon, voilà. Je travaille souvent avec un grand angle plutôt, pour avoir une vue d'ensemble du jeu, et puis oui, en macro pour avoir des petits détails, quoi. D'accord. Et après, tu travailles en retouche, Ouais. j'imagine, Photoshop sans doute, ou peut-être autre Lightroom chose? plutôt. Lightroom. En fait, je Ok. déroche tout avec photomécanique. Comme ça me permet d'enlever tout ce qui est dérocher, c'est enlever tout ce que tu n'utilises pas, parce que je fais beaucoup trop de photos. Ouais. Oui, parce que le numérique, hein, voilà, c'est quand tu as ouais, fait une séance c'est- avec 1000 photos, Et puis, c'est plus compliqué. C'est plutôt le manque. En fait, c'est plutôt le manque de confiance en moi qui fait que je vais faire plus d'images. Et puis en plus, quand tu passes du temps à installer ton set ton sable et tous tes machins, que tu as fini tout, que tu ranges tout, tu te dis si jamais j'ai pas la bonne photo, en fait, en vrai, je vais passer 2 heures à tout refaire. Non. Ouais, forcément. Ouais. Donc j'en fais plus, mais c'est plus pour me rassurer qu'autre chose, parce qu'en vrai, j'en aurais pas besoin. Et les éditeurs reçoivent une galerie parfois avec beaucoup trop de photos, et certains me disent, oh, enfin, voilà. Le choix est souvent peut-être difficile pour eux derrière s'il y a énormément de photos. Trop de choix, tue le choix, mais choisir c'est renoncer. Voilà, c'est les deux grandes phrases. Mais choisir c'est renoncer, je peux pas. Je Et sais ça, pas t'arrives renoncer. Non, je sais pas. Donc les jeux split, je choisis, c'est plus compliqué pour toi. Ouais, en vrai, Ouais. ouais, je suis pas ça et les stops ou encore. Moi, c'est pas, je suis pas très douée. Ouais. Ça me dérange pas en vrai parce que je m'en fous de perdre, mais je suis pas très douée. On reviendra après sur les types de jeux qui te plaisent. Du coup, est-ce que aussi tu as des demandes de photos en festival, par exemple? J'en ai eu, mais le problème c'est qu'on est loin. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, les enfants, ils étaient aptes. Enfin, aptes, c'est pas le bon mot, mais ils se plairaient bien en fait. Ils s'acclimateraient très bien à un festival. Et j'ai jamais osé avant. Je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas. Et donc là, je pense que je vais un peu monopoliser un petit peu l'agenda en disant tiens, on va placer plus de festivals dans le planning parce que pour le moment, on fait que Cannes et Essen. D'accord, pour les plus gros quand même. Ouais, mais je l'ai fait en mode pro, donc je fais que des rendez-vous et donc en fait, je sais même pas. J'ai fait des photos à Cannes pour Spiral. Je peux pas rusher sur tout un week-end. Ouais, on va dire que plus quand tu te déplaces en festival, c'est plus pour faire du démarchage ou des rencontres en physique justement Ouais. avec des gens avec qui tu travailles.
Mais là, je te demandais si tu avais justement des demandes pour faire des séances en live, en finale de photographie, sur des stands. Ouais, mais j'ai eu ça. Ouais, j'ai eu ça pour Spiral notamment. C'était pour les photos pour Boréal, pour la sortie de Boréal. J'ai fait les photos du stand. Après, à Cannes, les lumières, elles sont pas top, mais... Suivant les stands, c'est assez exigu aussi. Ça va être assez compliqué de tourner autour des joueurs. Et puis, en fait, c'est fou, mais avant, l'appareil photo était quelque chose qui me permet d'aller vers les autres. Là, il a tendance parfois un peu à m'isoler. Et quand je fais du festival, je veux vraiment être totalement connectée aux gens. Et donc, en fait, je suis contente de retrouver voir les gens parce que c'est des copains. C'est plus tant du démarchage parce qu'en vrai, je suis vraiment pas très efficace là-dedans. Mais j'ai l'impression de retrouver voir des copains. Et donc, si je dois passer mon temps à prendre des photos, ça se met entre eux et moi, en fait. T'es pas en contact direct avec les gens. Je vois ce que tu veux dire. Comme un téléphone, en fait. Quand j'ai l'occasion de ne pas le faire. Ici, je le fais parce qu'en fait, cette semaine est trop dingue et que je pense qu'il faut le marquer parce que je vais rentrer chez moi et je vais me dire, est-ce que c'était vraiment aussi dingue que ça? Mais oui, c'était encore mieux. Et les photos vont servir à ça. Mais en vrai, je pourrais ne plus faire de photos. C'est pas grave. Voilà. En festival, je préfère partager du temps avec les gens. Et quand on me fait des demandes, quand je peux le faire, je le fais, mais c'est plus rare. Je reviens un peu sur le studio et le travail avec, pas les modèles, mais les figurants. Les figurants, tu appelles ça des figurants. Après, c'est des joueurs, parce que c'est vraiment des figurants. Les joueurs figurants. Justement, est-ce qu'ils arrivent assez vite à t'oublier? Parce que ça, c'est peut-être pas évident. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est fait. Enfin, on a toujours eu facile, que ce soit en mariage ou n'importe quoi. Avant même de faire des photos, tu crées le lien avec les gens. Tu leur parles, tu joues un peu avec eux, mais dans le sens où même si tu fais des photos, tu continues à interagir avec eux. Ils doivent vraiment oublier que l'appareil, il est entre toi et eux. Je pense que les gens le font assez vite, que ce soit des enfants ou des adultes. On n'a jamais eu personne qui était mal à l'aise. D'accord. On met la musique, on papote avec eux. En plus, on est deux quand on fait les séances figurants. Charlie, donc mon compagnon, souvent travaille avec moi. Vous êtes photographes tous les deux, hein? Ouais. Okay. Lui, maintenant, a presque plus, mais on a beaucoup travaillé ensemble. Les mariages, on les faisait ensemble. En fait. D'accord. Oui, donc du coup, effectivement, vous arrivez à créer une atmosphère suffisamment détendue pour que ça passe comme une lettre à la poste. Je sais pas si tu as cette expression-là en Belgique. Ouais, on a ça en Belgique. On a ça. Mais c'est vrai, c'est important parce que sinon, si tu vois que les gens sont stressés, on leur explique aussi qu'on n'attend rien d'eux et qu'ils ne doivent pas nous faire des sourires ou quoi que ce soit au départ. Au début, ils doivent juste faire un jeu. Et ils font pas trop attention à ce qu'on fait parce que ils sont concentrés sur les règles du jeu, être sûr d'avoir bien compris, tout ça machin. Et puis à partir du moment où ils ont tout bien assimilé, ça arrive qu'on dise on a besoin de faire une ou deux photos plus spécifiques. Et là, on les aiguille un peu, mais ils sont déjà habitués, donc il n'y a plus aucun problème. Ouais, c'est top. Et tu vis en Belgique, oui. Et tu as été à l'initiative d'une belle opération en fait solidaire. Oui. Au moment des grandes inondations. Alors, je ne sais plus trop situer les dates. Je t'avoue qu'en fait, en vrai, moi non plus, c'était il y a 3-4 ans. Tu peux me parler de ça? Qu'est-ce que tu as initié et pourquoi? Dans quel sens? Alors, en fait, on a eu des inondations. Je pense que la plupart des gens maintenant le savent, mais on a eu des grosses inondations en Belgique il y a quelques années, mais à tel point que ça a rasé des villages. Donc, ce n'était pas genre juste des dégâts matériels. Il y a eu des pertes de vie. Il y a eu des gens qui ont tout perdu, mais littéralement tout perdu, et qui se sont retrouvés avec plus rien. Mais ça a été tellement énorme qu'en fait, l'État n'a pas su suivre direct. En fait, il y a eu des plans d'urgence qui ont été déclarés, mais ça a été assez énorme. Ça a été très vite. Et c'est là que je suis fière d'être belge. Mais en vrai, en fait, chez nous, on a vraiment ce côté générosité. Et en tout cas, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Et tout le monde, en fait, est venu aider. Que ce soit des gens des autres pays. Enfin, tout le monde s'est déplacé pour aller aider ceux qui en avaient besoin. Donc, tout de suite, il y a eu une collecte de vêtements. Tout le monde a donné ses vêtements. Donc, moi, j'ai fait le tri. J'ai donné tout ce que je pouvais. Des collectes de nourriture. Parce qu'il y a eu des épiceries qui se sont créées, des épiceries... Des épiceries solidaires. Ouais, voilà, mais vraiment par des citoyens, en fait, dans des halls de sport ou des choses comme ça, où les gens venaient, ils prenaient ce qu'ils voulaient et ils partaient parce qu'en fait, il fallait, ils avaient besoin. Il y a eu, le mouvement de solidarité a été hallucinant, vraiment. Ça a touché la région dans laquelle tu vis? Non, du tout. Moi, j'ai été complètement épargnée. Il y a eu quelques maisons qui ont été touchées, mais pas pareil. Là, c'était vraiment la région plutôt Liège-Verviers qui a été la plus touchée. Et c'est là que j'ai rencontré une amie qui est ici d'ailleurs. Et en fait, quand on s'est rendu sur place, tu as l'impression d'avoir un film d'horreur, vraiment d'avoir eu la fin du monde, littéralement. D'accord. Tu as des maisons qui étaient éventrées. C'était vraiment très impressionnant. Ouais. On s'est dit, nous, en fait, on a eu la chance, on n'a rien eu. Et je pense que la plupart des gens, comme moi, se sont sentis un peu coupables, en fait, de se dire putain, on a tellement de la chance, on n'a rien eu, et ces gens n'ont plus rien. Et donc, après qu'il y a eu les choses les plus essentielles, donc l'alimentaire, les vêtements, les soins, l'habitation, etc., on s'est dit, ok, en fait, on a fait tout ce qu'on a pu. C'est bête, mais on a un potager, mais tous les légumes, on les donnait aussi. On avait une copine qui allait faire de la soupe, qui faisait la route entre les maisons, et puis les gens venaient derrière sa voiture pour c'était vraiment à une grande ampleur. Et c'était toujours fait avec beaucoup de cœur et les moyens du bord. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose de plus.
Et j'ai posté un message sur Facebook en disant « Ok, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés de faire quelque chose ? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais de faire quelque chose dans le monde du jeu. » Parce que j'avais déjà les contacts, puisque je travaillais déjà un peu dans le monde du jeu, parce que j'avais eu cette chance-là. Et j'ai créé un groupe. Mais j'ai juste été l'initiative et l'étincelle, en fait. Tous ceux on a été 80 personnes à rejoindre le groupe en 2 jours, je crois. Ok. Donc en une semaine, même pas, on a créé une collecte de jeux. Donc ça s'appelait Meeple Solidaire. L'idée, c'était que les gens pouvaient aller donner leurs jeux usagés, mais en bon état. En bon état, pardon. Oui, donc on ne donne pas les jeux où il manque des pièces. Voilà, c'est ça. Ça devait être complet, ça devait être en bon état. Et ils venaient déposer ça dans des différents magasins en Belgique qui ont participé. Parce que, j'expliquerai après, mais il y a vraiment eu plein d'ampleur. Et ils venaient déposer leurs jeux. Et tous ces jeux-là étaient collectés. Ils étaient triés, vérifiés, parce qu'on ne pouvait pas donner des jeux qui n'étaient pas complets. Donc le travail de tri sur beaucoup de jeux, c'était... Et tu centralisais ça ? Alors à la base, c'était pas chez moi, mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'en fait, ça a pris une ampleur hallucinante. On s'était dit, si on a 300 jeux, c'est cool. Et puis, en fait, on s'est retrouvé avec 6000 boîtes de jeux de société. Ah oui, voilà. 6000 boîtes. 6000 boîtes de jeux. En combien de temps ? En quelques semaines, moins d'un mois. En fait, le mouvement a été énorme dans le sens où des boutiques se sont regroupées pour qu'on ait cette collecte. Ça leur a pris du temps aussi, donc ils étaient disponibles. Donc tout ce qui est Fox, etc. nous a aidés. Et puis on a eu du soutien de plein d'éditeurs qui nous ont envoyé des tonnes de jeux. Donc on a reçu des palettes de jeux. J'avais des livraisons devant chez moi de camions qui sortaient des palettes de jeux. Tout ça, c'était des jeux qu'on a stockés et qu'on a pu ensuite distribuer. Oui, donc ces jeux-là, forcément, pas forcément besoin de les trier. Alors les neufs, on ne devait pas les trier, donc ça c'était cool. C'est l'avantage. Mais tous les autres, on a fait des sessions de tri où j'ai eu, il y a plein de personnes qui sont venues du monde du jeu, de tous les niveaux, en fait, des auteurs, des influenceurs, des illustrateurs. Il y a plein de gens qui ont participé. En physique, du coup, qui sont venus. Théo Rivière est venue trier des boîtes de jeux chez moi. Tatiana de Girl Game est venue trier des boîtes de jeux chez moi. Enfin, plein d'autres gens. Vous êtes quelques Belges actifs déjà en Belgique. Il n'y a pas que les Belges, parce que du coup, on avait dit, voilà, les Français, en fait, beaucoup de Français nous ont écrit en disant, on veut participer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on a dit, on va mettre un mondial relais, mais voilà, on s'est dit, personne ne va envoyer des boîtes. C'est hallucinant, la quantité de solidarité qui est venue de la France, vraiment, c'est fou. Enfin, cette expérience, elle date, et j'en ai toujours la chair de poule et les larmes aux yeux. C'est super chouette, parce que... C'est hallucinant. En fait, quand tu te dis que les réseaux sociaux, c'est parfois un peu un truc sauvage, où les gens sont méchants, tu fais ça, et puis tu te dis, waouh. C'est aussi la puissance des réseaux sociaux en inverse, ouais. Et alors, comment ça s'est organisé après pour distribuer tout ça ? Alors du coup, on a tout regroupé. Il y a eu une autre chose aussi, c'est qu'il y a plein d'écoles qui ont été touchées. Et c'était important pour nous de pouvoir trouver aussi une solution pour les écoles et de leur proposer des jeux. On s'est dit, c'est l'occasion aussi de sensibiliser les écoles qui avaient déjà des ludothèques avec d'autres jeux, etc. Et donc, on a créé une tombola. On a organisé un événement avec plein de personnes. Il y avait Ben et Lily notamment. Il y avait Tatiana, il y avait Marie. Enfin, il y avait plein de gens qui ont participé à ça. On a organisé une tombola dans un bar à jeux en Belgique. Et tout l'argent qu'on a récolté, on a quand même réussi à récolter 3 000 €. Tout l'argent qu'on a récolté, en fait, on a acheté des jeux chez Gigamic qui étaient des jeux adaptés pour les enfants. D'accord. Et qui ont été validés par des enseignants. Et donc, on a fait 50 colis qu'on a pu donner à 50 écoles. Donc ça, c'était la première partie. Et puis, qui était en dehors de tous les jeux qu'on avait déjà. Et puis ensuite, on a créé des points de collecte dans plusieurs écoles, en fait, qui étaient dans différentes régions, parce qu'il y a plusieurs régions en Belgique qui ont été touchées. On voulait que chaque personne puisse avoir un point de collecte à proximité. Et donc, on a, ça a duré 6 jours, où on était là, dans les écoles, avec tous les jeux. On a eu des camions, des sociétés de camions, parce que du coup, tu as 6000 jeux, comment tu fais pour transporter ? On a eu des sociétés de camions qui sont venues bénévolement nous aider à transporter les jeux. On a eu des écoles à prêter. Enfin, ouais, non, c'était fou. On est passé à la télé aussi, parce que la télé, du coup, à un moment donné, s'est dit, en fait, on avait besoin de faire connaître ça. On s'est dit, mais il faut que les gens viennent chercher les jeux aussi. Il faut que les gens viennent, parce que sinon, comment on va faire ? On peut pas aller sonner, on va aller chez les gens individuellement. Et donc, on est passé à la télé pour parler de tout ça. Et non, c'est une super fierté, et ça montre encore plus à quel point j'aime le monde du jeu. Et j'aime les gens. Et alors, j'imagine que tu as donc toi-même distribué. Et justement, pour les gens qui avaient été sinistrés, ça représentait quoi, en fait, finalement, ça ? Tu as eu des retours aussitôt ? Moi, j'ai pas pu tout faire parce qu'en fait, on s'est divisé les régions. Et puis, comme ça, j'ai fait toute une partie et puis certains ont fait d'autres. Mais c'est vrai que dans les distributions qu'on a fait, il y a plein de gens qui nous ont dit non, mais en fait, les gens, ils n'ont pas besoin de boîtes de jeux. C'est bon, ils ont besoin à manger, à boire, etc. Les boîtes de jeux, ça sert à rien. Il faut savoir qu'on a attendu, on a fait la collecte et puis on a attendu. Je pense que ça a pris 1 mois et demi, 2 mois, je pense, ou 1 mois et demi avant qu'on fasse la distribution. Parce qu'on s'est dit, les gens doivent d'abord avoir une solution en fait, pour s'être réinstallés quelque part. Qu'ils puissent être physiquement installés quelque part. Que les choses importantes soient faites. Et comme ça, ça nous laissait le temps aussi de tout préparer. Et en fait, on a des gens qui sont venus en pleurs en disant, mais vous vous rendez pas compte, on est des joueurs. Enfin, je pense que les gens qui écoutent ton podcast sont tous des joueurs. Imaginez
vous, votre ludo, parce que souvent les ludothèques sont rarement tout en haut, elles sont plutôt en bas, quoique la mienne elle est en haut, mais c'est souvent plutôt en bas dans le salon, où, voilà, première zone qui est inondée. Et les gens disaient, en fait, on voyait nos boîtes de jeux qui flottaient et on a tout perdu, on n'avait plus rien. Tu peux imaginer quand tu as un joueur, ce que ça peut te faire. En fait, tu t'en fous de tes fringues, parfois, tu te dis, ok, j'en rachèterai, mais tu as des boîtes, tu te dis, non, en fait, voilà. Très sentimental, par moment. Et puis tu as des gens qui venaient et qui étaient en pleurs en nous disant, mais en fait, merci, vous vous rendez pas compte, mais nous, ça va nous permettre, quand on va rentrer chez nous, de se mettre autour d'une table et on va pouvoir oublier le temps d'un instant que tout ça se passe autour de nous. Et ça, c'est tellement gratifiant, en fait. Clairement. Non, c'est une belle opération. Et est-ce que du coup, derrière, alors je sais qu'il n'y a pas des catastrophes tous les jours, heureusement. Heureusement, mais est-ce que cette... alors, à la base, association ? À la base, c'était une association de fait parce que c'était dans l'urgence et qu'on n'a rien. Et puis, en fait, on n'a jamais eu de somme d'argent parce que la tombola, ça a été directement géré. Oui, ça n'a pas transité. On n'a jamais touché d'argent de quoi que ce soit, donc on ne devait pas. Et puis, on est parti à Cannes l'année d'après. Cannes, c'est tellement génial. Et puis, on est parti du Fige. Et en fait, dans la voiture, on a entendu tout ce qui se passait. C'est le moment où il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé. On était tous à Cannes et je pense qu'on a tous eu cette douche froide en fait, en se disant waouh, on sort de notre bulle là, de trucs trop chouettes où en fait ton plus gros stress c'est de te dire est-ce que tu auras une boîte Dark Nova ou pas parce qu'il n'y en a plus, sans rupture. Et tu te prends ça et tu te dis ok, en fait, il faut faire quelque chose, même si voilà, à notre échelle. C'est juste. En fait, on a toujours. Moi, ma politique, c'est de dire je sais que on changera pas le monde, on va pas. Mais c'est la légende du colibri. Je sais pas si tu la connais ou pas. Non, je veux bien que tu me l'expliques. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, en tout cas. C'est un feu de forêt, en fait. Et t'as tous les animaux qui fuient. Et forcément, la forêt est en feu, ils partent, ils s'en vont. Et il y a un colibri qui, avec son petit bec, en fait, il fait cet aller-retour. Il va remplir l'eau et puis il retourne vers la forêt. Et il y a un animal qui lui dit mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça sert à rien, en fait. Faut fuir, quoi. Et il dit ouais, peut-être, mais moi, je fais ma part. Et en fait, tu vois, moi, ça, c'est ce que je trouve que ça doit guider, en fait. Tu peux pas faire plus que ce que tu peux. C'est sûr, même si jamais c'est peut-être pas beaucoup, mais au moins tu le fais. Après, t'as fait ta part. Ça te permet de dormir la nuit et de te dire ok, j'ai essayé. Voilà, nous, c'était l'idée. Meeple Solidaire, ça a été l'idée de se dire on fait notre part, on doit faire quelque chose parce qu'on pourrait pas supporter de rien faire. Ça changera peut-être pas grand-chose, mais on fait notre part. Et là, on s'est dit, on va pas récolter des boîtes de jeux, ça n'a aucun sens. Voilà. J'avais reçu un artbook que Yellow avait fait et que je trouvais magnifique. Et je me suis dit, c'est une trop bonne idée. Un artbook, en fait, c'est beau et ça permettrait de mettre en avant aussi d'autres personnes du monde du jeu, qui sont les illustrateurs, qui font un travail magnifique. Et je pense que l'image véhicule beaucoup de choses et que dans un temps de guerre comme ça, la puissance des images, ça t'apporte de l'espoir, ça t'apporte de la couleur, ça t'apporte plein de choses. Et j'avais envie de ça. J'avais envie. C'était mon initiative, en tout cas. D'accord, ouais. Et tout de suite, évidemment, tous les illustrateurs ont suivi. D'ici, des États-Unis, voilà, c'est de partout. Parce que ça, j'ai pas expliqué, mais aussi pour la première partie de Meeple Solidaire, on a reçu énormément de jeux du Québec. Ah, ok. Voilà, donc Synapse du Québec nous a envoyé plein de jeux, qui étaient déjà en Belgique, ils étaient stockés là, ils n'ont pas envoyé par bateau. Ouais, mais en tout cas, voilà, le francophone solidaire. Ouais, tout à fait. Dire ça. Ça a vraiment dépassé les frontières. Et donc, on a fait un artbook en se disant, c'est des images détachables que tu peux afficher. En fait, ça te permet d'avoir des affiches dans ta ludo. Et si tu apprends à les afficher, que tu veux garder juste et que tu peux faire des dédicaces, au lieu de prendre ta boîte de jeu, tu prends ton illu, tu vas en festival et tu fais dédicacer par l'illustrateur. Et en fait, ça s'est très vite mis en place. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais édité un livre. Je savais pas comment on faisait. Donc, on a dû devenir éditeur de livres. On a dû avoir un numéro du coup pour ça, quelque chose qui a une forme juridique pour pouvoir gérer les droits en fait qui nous sont transmis là-dessus. Donc, ça a été c'était autre chose en fait. C'était une autre aventure. Et Philibert, pour le coup, nous a aidé énormément. Erwin aussi, qui est une illustratrice absolument géniale, qui a fait toute la maquette. Et Philibert, ils ont géré toute la com. Ils nous ont aidé à gérer les envois. Ils ont géré aussi, l'achat, du coup, la plateforme d'achat. Ouais, ça aussi, ça nous a permis en fait de récolter de l'argent. Et donc, combien d'artbooks ont été vendus ? Alors, je sais même plus. Sais pas. Je crois qu'on était à 500, c'est possible ? Je crois que c'était 500, je pense. Non, plus. Je sais plus. Et tu as combien d'illustrateurs, illustratrices qui ont participé ? Oh là là. Tu sais que moi, les chiffres, j'ai pas de mémoire, vraiment pas. On en a eu beaucoup, plus d'une trentaine, mais je sais plus combien. Et en fait, ce qu'on avait voulu faire aussi, c'est de se dire, cet argent, on veut être sûr qu'il aille au bon endroit. Voilà. Et on avait contacté donc le patron de chez Lucky Duck Games, qui est en Pologne, et qui donc, ils étaient vraiment tout près en fait de ce qui s'est passé et beaucoup plus au courant que ce que nous on était au courant. Et ils connaissaient des gens qui étaient dans des ASBL, qui étaient sur le terrain. Et donc on a choisi 4 ASBL qui étaient des ASBL vraiment pour aider les locaux, que ce soit à leur apporter des vivres, des médicaments, des choses comme ça, dans les régions les plus touchées. D'accord. Tout l'argent qu'on a gagné en fait ont été directement versés. Ne me demande plus combien. Je crois que c'était je crois qu'on est arrivé dans les 6 000 euros. Tu sais que c'est arrivé à bon port et bien utilisé logiquement. Et ça, c'était important en fait. On a fait notre part, tu vois. C'est juste le principe du colibri.
C'est super. Et j'espère ne plus jamais devoir le faire. Alors, parce c'est ce que j'allais dire. J'espère qu'on n'aura plus jamais besoin de le faire. Alors, c'est ce que j'allais dire. Finalement, Meeple Solidaire est en sommeil, enfin logiquement un petit peu. Alors il existe, tu vois, la SBL elle existe, mais donc à voir si besoin, en tout cas, tu es prête à redégainer, quoi. Franchement, oui. Honnêtement, en fait, tu donnes ton temps et ça te le rend tellement fort. Et puis humainement, en fait, c'est un truc, ça te transcende. Et du coup, oui, si jamais il le faut, je le ferai avec grand plaisir, vraiment. Mais en vrai, moi, je suis juste un catalyseur à la base. J'ai juste regroupé les gens qui avaient tous la même initiative et la même envie. J'ai pas plus de mérite que ça d'avoir juste, à un moment donné, dit tiens, les gars, on ferait pas un truc. Et puis j'ai coordonné et ça prend un peu de temps, un peu d'énergie, mais c'est tellement chouette, quoi. Ouais, c'est super, c'est vraiment une belle initiative, bravo. Ouais, merci. Pour revenir plus au milieu professionnel, comment tu imagines évoluer ? Est-ce qu'il y a des envies particulières, des projets particuliers sur lesquels tu travailles ? Alors c'est flou. Je crois comme beaucoup de gens dans le monde du jeu, moi mon métier en fait il existe que depuis je dirais 3 ans. Avant 3 ans, il n'y avait pas de photographe de jeux de société. C'était pas un métier. Alors, tu vas me dire, c'est pas vraiment un vrai métier. Mais vous n'êtes pas très nombreux quand même non plus. Alors, je crois que dans le monde, on ne doit pas être plus que 20, quoi. À mon avis, en Belgique, je suis la seule. En France, je pense qu'il doit y avoir 2-3 personnes. Non, peut-être même pas. En Pologne, ils sont plus nombreux. Aux États-Unis aussi. Ok. C'est pas un métier qui est encore très répandu. Tant mieux. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça m'arrange. J'étais dans les premières, en tout cas. Il y a Board Game Shoot qui est très connu, qui est en Pologne. Puis maintenant, il y a C'est à ton tour, qui est un Québécois, Martin, qui est très chouette. Et puis, il y a moi, il y en a d'autres aussi. Il y a plein d'autres personnes, mais dans les gens, en tout cas, que je connais, ou que je connais leur travail. C'est un peu au gré des rencontres, j'imagine aussi. Peut-être les projets. Je te demande ça parce que tu pourrais très bien avoir un projet comme il y a des artbooks de dessinateurs. Tu pourrais très bien avoir des albums de photos aussi, de jeux, pourquoi pas. Ouais, non. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont fait un principe un peu comme ça, avec un artbook de photos de jeux, avec des quiz. Mais moi, ça me... Ouais, non, c'est pas encore trop un quelque chose sur l'histoire du jeu, tu vois, enfin ce genre de choses où tu te dis, bah ouais, il y a l'évolution, parce que tu dois le voir aussi, l'évolution finalement de qualité ou d'esthétisme, etc. Enfin, ça a tellement pris d'ampleur le jeu de société qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment hyper important pour les éditeurs. Je sais qu'il y a des jeux qui sont moins beaux que d'autres, et j'en avais parlé avec Lorraine aussi lors d'une autre discussion, en disant que pour moi, un jeu moche, c'était un peu un pyjama, mais en pilou-pilou, parce que ça te rassure. Mais je pense qu'en fait, tu peux vraiment avoir des sensibilités tellement différentes sur un design de jeu que c'est difficile de te dire, est-ce que ça a tant évolué ? Oui, sans doute. Après, moi, il y a des vieux jeux, je les trouve toujours si beaux, tu vois. Enfin, un Colosseum, ça date de 2005-6, je sais pas trop. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle après un vieux jeu, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais là, il a quand même presque 20 ans. Voilà, si ça a 20 ans, c'est vieux. Bon, d'accord. Il va être réédité, tu vois. Là, à partir du moment où le jeu est réédité... C'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça. Quand c'est réédité, on dit oui, voilà, c'est que c'était un vieux jeu. Mais pour moi, tu vois, c'est un jeu qui est toujours aussi beau. Un Takenoko, c'est pas tout jeune, quoi, mais c'est un beau jeu, donc... Je crois que chacun sa sensibilité. Oui, c'est pareil, voilà, c'est aussi effectivement très personnel. Si tu étais un mode de jeu, est-ce que tu serais plutôt un mode solo, compétitif, ou plutôt coopératif, ou semi-coop ? Non, coop. Coop à fond. Coop. Ouais, sans nul doute. Ça me dérange pas de perdre, ça dépend à quel jeu. Il y en a juste Ark Nova où je peux pas, j'ai envie de tout péter, mais c'est plus simple, je trouve. Comme on joue beaucoup à deux, en vrai, on joue beaucoup à deux, ou alors on a un autre couple d'amis avec lesquels on joue beaucoup. J'ai pas envie d'avoir une tension autour de la table. J'ai pas la gagne. Je suis pas quelqu'un qui va jouer pour la gagne. Et je vais pas analyser le jeu en me disant tiens, si je fais ça, ça va m'apporter ça, et donc je vais gagner. J'ai pas ça, en fait. J'ai pas cette réflexion. Moi, je suis juste trop contente de partager un moment avec les gens, là, un peu naïf, tu vois. Et du coup, je réfléchis pas à comment gagner. Donc plutôt envie de gagner ensemble ou de perdre ensemble, quoi. Ouais. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, qu'est-ce qui te ressemblerait le plus ? De la pose d'ouvrier narratif. Du narratif. Ah ouais. À 100%. Et je sais que c'est ce qu'il n'y a pas beaucoup. Bon, ça commence à aller un peu mieux, mais... Ouais, ça se développe bien aussi, ça. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est 100% narratif. J'adore ça. J'ai besoin de vivre une aventure ou du legacy. Le legacy aussi, c'est aussi une aventure. Moi, je suis plus là-dedans. J'aime bien le reste. Bon, le stop ou encore, je suis pas très douée, mais voilà. Mais le narratif, c'est vraiment ce que je préfère. C'est le truc où, en fait, quand je reparle de certaines parties, même 5 ans après, genre détective, ça fait je sais pas combien d'années j'y ai joué. Je crois que c'était 2017, un truc comme ça. Ouais, facile, ouais. Eh ben, je peux encore en parler, j'en ai encore la chair de poule, quoi. C'est ce que ça procure, quoi. Le fait d'être immergé complètement dans un jeu. Le souvenir de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, je ne l'oublie pas. Ouais. Alors que tu vois, la pause ouvrier, savoir si j'ai gagné, combien de points j'ai fait,
bon, c'est rien. T'es pas du genre à tenir tes stats? Ah non, non. J'aime bien garder les feuilles de score parce que ça me permet de me dire, ah ouais, j'avais joué avec un tel, mais par contre, je m'en fous de combien j'ai fait comme point. Quoi. Ok. Et alors, peut-être plus dur, si tu étais un auteur ou une autrice de jeu, qui tu aimerais être? En vrai, ça, je sais même pas qui je te dirais. Mon auteur préféré, c'est parce que c'est un ami, c'est Yoann Levet. Mais je ne prétendrai pas avoir son intelligence et sa capacité à faire des jeux de déduction, mais... Est-ce que tu disais que tu n'aimais pas les chiffres? Non, j'aime pas les chiffres. Mais en fait, à cause de lui, j'aime bien les jeux de déduction. Après, il fait des jeux de déduction sans chiffres. Mais tu justement, vois, chronologique, exactement, ouais. Ça marche pour moi, c'est parfait. Il y a presque une histoire, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'arrive beaucoup mieux à chronologique qu'à Turing Machine. Ça, c'est clair. Moi, il m'a dit, c'est un jeu de déduction. J'ai fait... Puis il m'a dit, avec une histoire, je fais ah. Voilà, ça soulage. Ouf. Ok, super. Et alors, si tu avais quelqu'un à me proposer d'autre dans le milieu ludique pour une prochaine interview sur le podcast, à qui tu penserais? J'ai honte, mais je ne connais pas tous les gens que tu as interviewés, donc. C'est pas grave, tu peux dire. Si c'est déjà fait, je te le dirai. Le parcours de Tatiana de Girl Dot Game est hyper riche et hyper intéressant. Et puis oui, elle fait aussi maintenant elle fait la com pour les éditeurs et donc du coup c'est aussi un métier en fait qui s'est créé. Bah oui, écoute, tu vois, je l'ai jamais rencontré. Enfin, en plus c'est une Belge, bien tu vois, donc c'est une amie et c'est une Belge. Restons en Belgique alors. Ok, bah écoute, je note, super. Bah merci beaucoup Billy d'avoir accepté cette interview improvisée durant la semaine. C'est vrai. Entre la piscine et le laser game. C'est ça. Et écoute, merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonne chance pour la suite de l'aventure ludique. Merci beaucoup. Moi aussi, merci de m'avoir interviewé. Et on termine toujours le podcast par la même phrase. C'est alors, avec Billy, tu joues ou quoi? Et le tu joues ou quoi, on le fait ensemble. D'accord. Ok. Alors avec Billy, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur Instagram ou la chaîne YouTube Tu joues ou quoi. Vous pouvez aussi manifester votre soutien en parlant du podcast autour de vous. Dans 2 semaines, je serai avec un autre podcasteur, Mathieu Bierry, de l'émission On Joue-tu, qui vient de sortir en co-autorat son premier jeu, Naishi, dont les critiques sont plutôt bonnes. Alors restez bien à l'écoute.